Hello le monde, c'est David de businessbonheur.com. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre Godard. Bonjour Pierre. Salut David. Alors je vais te laisser te présenter dans quelques secondes. Avant d'aller plus loin, bienvenue dans cette nouvelle interview, toi qui nous regardes. L'objectif du jour, ça va être de te partager de la valeur et on va parler de la thématique de l'entrepreneuriat. Cependant, on va parler d'entrepreneuriat avec éthique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec donc Pierre Godard. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir, David. C'est super sympa de ta part. Alors moi, pour me présenter rapidement, le gros de mon activité, c'est d'aider les spécialistes de l'investissement dans leur business d'accompagnement. Donc, c'est toutes les personnes qui vendent des formations, des coachings, des masterminds, des immersions, enfin tout ce qui tourne autour de l'investissement, avec comme objectif souvent d'être libre financièrement ou de passer au niveau supérieur dans sa fortune, de créer un héritage. Donc, c'est des clients qui font pratiquement tous plus d'1 million de chiffre d'affaires, voire beaucoup plus. Et j'ai aussi une petite partie de mon activité où je fais du business coaching. C'est essentiellement parce que ça me fait vraiment kiffer. Et c'est qu'avec des personnes avec qui je match vraiment humainement et que j'ai envie de voir grandir et que j'ai envie de… Tu vois, moi, plus égoïstement, je construis mon réseau aussi à plus long terme, quoi. Je sais que c'est des gens avec qui on va faire des projets dans 1, 2, 5, 10 ans. Donc voilà pour Yes. t'expliquer rapidement. Cool. On pourra reparler, si c'est OK pour toi, plutôt en fin de session, de la diversification des sources de revenus. Je pense que, je Ouais, sais pas si ça te parle, mais moi, je pense que c'est, ah, bien c'est sûr. une thématique extrêmement importante quand on investit en soi et dans un business. Mhm. Mais la thématique principale du jour, c'est l'entrepreneuriat éthique. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que toi tu mets derrière le mot entrepreneuriat, premièrement, et puis ce que tu mets derrière le mot éthique. Comme ça, on aura une base. Alors, c'est ta vision des choses. On va échanger là-dessus. Et puis, il est évident que de toute façon, on a chacun et chacune sa propre définition. Je partagerai la mienne également. Et voilà. Donc, sentez-vous libre, vous qui nous regardez cette vidéo, d'indiquer votre propre définition de l'entrepreneuriat, de l'éthique et de l'entrepreneuriat éthique. C'est quoi, en fin de compte, être un entrepreneur éthique? Indiquez ça en commentaire. À toi, donc, Pierre, je te laisse la parole. C'est quoi entreprendre? C'est quoi être éthique? Alors, entreprendre, tout simplement, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, donc qui cherche des solutions. Pour moi, un entrepreneur, il est en permanence. Donc, tu vois, moi, je me lève le matin et tous mes amis entrepreneurs, c'est pareil. On se lève, on voit des problèmes, on a envie de les résoudre, on est trop excité par ça, c'est un jeu, tu vois. Donc, un entrepreneur, c'est ça. Et donc, les entrepreneurs qui ont plus ou moins de succès, ils résoudent des problèmes plus ou moins gros. C'est aussi simple que ça, tu vois. Elon Musk, il résoud des problèmes toute la journée, sauf que c'est des problèmes Ok. immensément complexe que moi aujourd'hui je ne serais pas capable de faire, tu vois. Peut-être plus tard, on ne sait pas, mais donc voilà, un entrepreneur. Et après, il y a plein de niveaux, tu vois. Tu peux être à un niveau où tu résous des problèmes de gens autour de toi, qui sont des problèmes qui peuvent être plus simples que ce que Elon Musk fait sur le papier, mais tu es un entrepreneur au même niveau parce que tu résous des problèmes, tu vois. Pour moi, c'est ça Yes. un entrepreneur. Être éthique, alors l'éthique, pour moi, c'est un sujet très compliqué, surtout en France. Euh, je pense que, tu vois, tout le monde a un peu sa définition. C'est peut-être aussi un peu le… Je sais même pas si c'est un problème, parce que tu vois, c'est ce qui rend aussi le truc intéressant, mais l'éthique, c'est vraiment complexe dans le sens où c'est vraiment lié à tes valeurs, tu vois. Alors, Mhm. pour moi, l'éthique, c'est faire des choses ou ne pas faire des choses qui sont pas en rapport avec tes valeurs, tu vois. Et ensuite, Yes. le truc, c'est qu'on a tous nos propres valeurs. Donc, l'éthique, pour moi, il n'y a pas vraiment une éthique, tu vois. C'est un peu le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont avoir une éthique, je sais pas, par exemple, ils vont être très religieux et ils vont penser que si tu fais quelque chose qui sort de la Bible, du Coran, de n'importe quelle religion, t'es pas éthique, tu vois. Alors que tu peux voir la vie tout simplement autrement et être éthique pour toi, tes valeurs. Donc, il y a vraiment ce côté très compliqué. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup bloqué parce que, tu vois, moi, j'ai grandi plus dans une ambiance assez gauche, tu vois. Il faut redonner aux autres, le socialisme, c'est super, etc. Alors, je dis pas que c'est bien, mais j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Moi, aujourd'hui, je pense que justement, je suis entrepreneur, je résous des problèmes et je pense que c'est beaucoup plus complexe, la vie, le monde, que c'est bien, c'est mal, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment Yes. plein de choses entre les deux. Et du coup, pendant longtemps, moi, enfin, j'entreprenais, mais j'avais pas beaucoup de résultats.
pas du tout, un peu plus à certaines périodes, parce que justement, j'avais ce truc éthique et de me dire, ouais, je peux pas vendre ça parce que bah, peut-être que c'est pas parfait, ou tu vois, j'avais vraiment ce blocage en fait. Donc ça me crée plus une barrière, des barrières mentales, ça me faisait pas passer à l'action. Donc je sais pas si je te donne un exemple. Par exemple, je voulais vendre du coaching et je me disais, ouais, mais si la personne elle réussit pas, moi je suis un salaud, tu vois. Et j'avais ce genre de blocage, alors Ouais. qu'en fait, moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir avec mes clients, je l'ai toujours fait pour qu'ils réussissent. Mais tu vois, par exemple, du coaching, si la personne derrière, elle ne se bouge pas, ça ne va pas fonctionner, tu vois. Ouais, effectivement. Ben je te rejoins sur cet aspect, donc création de barrières mentales. En fait, c'est en lien avec les croyances aussi. Euh, donc, si tu veux, pour moi, la définition de l'éthique, en fait, je la résume en une phrase. C'est à partir, donc tu fais des actions qui, à partir du moment où tu sais dormir le soir et que tu dors sur tes deux oreilles, Ouais, voilà. pour moi, tu as respecté ton éthique. Et effectivement, c'est propre à chacun et chacune. Tu as des personnes, elles peuvent faire ce que moi, je considérais comme des pires saloperies au monde et elles dorment sur leurs deux oreilles. Alors, est-ce que pour autant, c'est éthique au niveau mondial? Peut-être pas. Mais par contre, elles considèrent ça comme éthique. C'est normal parce que elles Mm. n'ont pas dépassé leurs valeurs, elles n'ont pas prostitué, entre guillemets, leurs valeurs. Et dans l'entrepreneuriat, je te rejoins aussi. Moi, j'aime bien utiliser, c'est une formule que j'ai, bon, entre guillemets, créée. C'est une équation qui est tout simplement P plus S égale V au carré. C'est-à-dire un problème plus une solution est égal création de valeur au carré. De la valeur économique et également de la valeur sociétale. Parce qu'un entrepreneur, il y a un moment donné où il crée de la valeur avec ses produits et services en réglant des problèmes. Et à côté de ça, il crée de la valeur pour la société, peut-être en créant de l'emploi ou son propre emploi, etc., etc. Enfin bref. Et alors avec un impact, pour moi, qui peut être mondial à son échelle. Voilà, comme ça, vous avez deux définitions. Vous avez la mienne, vous avez celle de Pierre, et on voit qu'elle se concorde quand même pas mal. Donc, Mm. je te laisse réagir par rapport à ça, si tu veux. Non, bah en fait, c'est intéressant ce que tu as dit. En fait, pour moi, tout part de. Donc voilà, si on prend les exemples les plus extrêmes de personnes qui ont du coup une éthique totalement différente de la plupart des gens, la plupart des gens vont trouver que c'est pas éthique, justement, que c'est horrible. Mais si tu prends des gens comme Hitler, Mussolini, tu vois, les grands dictateurs qui ont tué énormément, enfin, qui ont été à l'origine d'énormément de morts dans l'histoire. Peut-être aujourd'hui, un exemple plus proche, ça pourrait être quelqu'un comme Donald Trump, tu vois, Mhm. ou Marine Le Pen. On va se dire, mais ces gens, ils sont pas éthiques, tu vois. En tout cas, la plupart des gens. Les gens qui les suivent, pour le coup, eux, ils trouvent ça totalement éthique, tu vois. Donc, on Ouais. peut voir que, pour moi, ce qui est important, en fait, avec l'éthique, c'est de, toi, bien définir au départ quelles sont tes valeurs, te prendre le temps de te poser, de les écrire, d'y réfléchir, d'en parler avec tes amis, avec tes proches, avec essentiellement, peut-être des gens plus avancés que toi, tu vois, des mentors. Moi, j'en parle beaucoup avec mes mentors, qui ont une vision du monde. Enfin, bien, toi, définir ta vision du monde, où est-ce que tu as envie d'aller, et qu'est-ce qui est OK et pas OK, tu vois. Ouais. Et je pense que ça simplifie vraiment la vie, tu vois. Et après, il n'y a pas de bonne réponse, tu vois. Genre. Ouais, c'est ça, c'est propre à chacun et c'est évolutif aussi. Je vais dire quelque chose que je trouve pas éthique aujourd'hui, en travaillant sur les croyances, etc. Peut-être que demain, justement, ma notion, ma définition de l'éthique et de mes valeurs vont évoluer. Super, donc en fait, on a déjà des éléments de réponse sur ce qu'est un entrepreneur éthique. Est-ce que tu peux nous résumer ce que toi tu mettrais derrière entreprendre de manière éthique? Bah, du coup, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. C'est que tu vas résoudre des problèmes qui sont alignés avec tes valeurs et avec le monde de demain que tu as envie d'avoir, en fait. Yes. Et c'est génial parce que du coup, en fait, on tombe sur ses clients idéaux, sur ses partenaires idéaux, parce qu'en fait, on sait à qui on a envie de s'adresser. Alors, Super. ça, c'est un peu plus délicat quand même, parce que tu vois, tu peux bosser sur toi, mais si tu mets pas en place des actions marketing, de vente, de business, tes clients idéaux, ils vont pas arriver par magie, hein. Tu vois, Exact. il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui sur Internet des lois de l'attraction, ce genre de choses. Moi, j'ai pas un avis défini là-dessus. Tu vois, je dis pas que c'est de la merde, je dis pas que c'est génial. Je juge pas, je trouve ça bien. Moi, j'y crois un peu de temps en temps, des fois pas. Mais par contre, tous les gens qui disent crois en toi, machin, et les clients vont arriver, ça, c'est pas vrai, tu vois. Ouais, ouais. Par contre, je pense que si tu crois, tu te mets dans cette bonne énergie, ça va être beaucoup plus facile. Mais si tu fais pas les actions, si tu n'envoies pas des mails, si tu vas pas parler à des gens, si tu vends pas, tu vas pas avoir de clients, tu vas pas avoir de business. Donc, tu vois,
Yes. Ben, justement, passons de cette notion d'entrepreneuriat éthique à cette notion de marketing éthique. Puisqu'en fin de Mhm. compte, tu viens de l'expliquer, ce qui se passe, c'est que entrepreneuriat éthique, c'est apporter des solutions à des problèmes tout en respectant ses valeurs, qui on est, etc. De l'autre côté, on se rend compte qu'on ne peut travailler que sur soi. On ne peut pas obliger quelqu'un à changer, on ne peut pas obliger quelqu'un à acheter notre solution, notre produit ou nos services. Par contre, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, où on se connaît, on peut créer un marketing qui nous correspond et qui donc attire les clients qui nous correspondent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu fonctionnes, si tu as des exemples de personnes que tu as déjà accompagnées ou autres, enfin, ça m'intéresse d'en savoir plus et en tout cas je pense que ça va intéresser la communauté également. Ouais, alors en fait, il y a un truc qui est vraiment important de savoir quand tu fais du marketing. On n'en parle que dans les sphères assez avancées. Tu vois, c'est dans un des livres, pour moi, un des meilleurs livres de marketing que l'auteur parle beaucoup de ça. Il y a une notion qui s'appelle le mass desire en anglais, tu vois. C'est le désir de masse. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la population, le monde, les gens, ils ont envie de choses, tu vois. Ils ont envie, souvent, c'est répondre à leurs besoins primaires. Et ils ont des désirs, tu vois. Et c'est toi, en tant que marketeur, ton but, c'est pas de leur donner, toi, ce que tu penses être bien pour eux, tu vois. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, du sport, tu vas dire aux gens, ouais, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu manges bien. Sauf que les gens, ils veulent boire du coca, manger des chips et être fit, tu vois. Et là, C'est c'est une peut-être, réalité, ouais. C'est ça peut être bizarre, mais pour faire du marketing depuis maintenant des années, c'est tout le temps comme ça, tu vois, dans toutes les thématiques. Et c'est la nature humaine. Au début, je me disais, c'est quand même bizarre, les gens et tout. Et au final, bon, bah, tu comprends. Et je me rends compte que je suis pareil sur plein de points. On a envie que ce soit facile. On a envie d'avoir des résultats, on a envie de rien faire, tu vois. Bon, ouais, c'est comme ouais. ça. Donc, en fait, quand tu fais toi du marketing, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre ce que veulent les gens, tu vois. Et il y a une grosse différence entre ce que disent les gens. Tu vois, les gens, ils vont tous dire, ah non, mais moi, je suis chaud, je vais aller 5 fois à la salle de sport par semaine. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ce qu'ils veulent, c'est y aller peut-être 2 fois 10 minutes dans la semaine et être trop fit et être beau gosse sur la plage, tu vois. Ouais. Donc, Et faut c'est d'ailleurs pour vraiment. ça que les pilules magiques fonctionnent si bien. Ça se vend, ça se vend énormément parce que justement, on promet des résultats sans effort. Bah, si tu veux, on peut rebondir là-dessus. Tu vois, moi, j'ai par exemple des potes qui. J'ai rencontré des entrepreneurs, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré des gens dans plein de cercles d'entrepreneurs qui vendent des pilules magiques, qui vendent les fameux e-books pour, euh, pour perdre 50 kilos en 2 jours, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, au début, tu vois, j'arrivais avec mon côté éthique. Bah, c'est pas cool, tu vois, tu vends du vent, ça marche pas ton truc. Ils me disaient, ouais, mais je pensais comme toi avant. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il faut être au début de la chaîne, que cette personne, elle achète ses pilules, elle se rend compte que ça marche pas pour passer à la solution suivante. Tu vois. Ouais. Et alors, moi, j'ai pas envie de vendre ces pilules personnellement parce que voilà, ça matche pas avec mes valeurs. Mais j'ai trouvé cet argument vraiment super intéressant et depuis, j'ai pas encore trouvé de moyen de le contrer. Tu vois. Je me suis dit, Ouais. putain, pour Ouais, l'instant, j'arrive pas à lui donner tort. Tu vois. c'est vrai que ça rejoint ce côté prise de conscience. En fait, si la personne elle n'a pas pris conscience, elle n'est pas dans un état où elle se rend compte que bah, il faut quand même peut-être plus qu'une pilule magique pour perdre du poids, par exemple, hein, ou pour arrêter de Ouais. fumer, ou pour ceci, pour cela. Bah, si elle Pour passe pas gagner de par là, l'argent, rencontrer l'amour, enfin voilà, je pense exact. tout ce qui est une pilule magique dans tous les domaines, quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et donc, il faut passer par là. Maintenant, ça, tu l'as bien dit, c'est pas parce que les clients doivent passer par là que nous, on doit proposer ces choses qui ne fonctionnent pas. Mm. Est-ce que tu pourrais justement, bah, donc, du coup, nous expliquer comment on peut ou comment toi tu fais pour travailler un marketing éthique, donc c'est-à-dire euh, travailler ce produit en fin de compte, parce qu'à la base du marketing il y a un produit. Euh, Concrètement, bah, comment faire pour trouver peut-être le produit idéal sans tomber dans la pilule magique, comment faire pour le communiquer. Enfin voilà, c'est assez large. Tu réponds sur la partie que tu veux. Mais voilà, en fin de compte, le marketing éthique, comment on met ça en application? Euh, Ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, faut bien définir quelles sont toi tes valeurs, ta vision du monde, qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à ne pas faire, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Et ensuite, il faut faire un marketing qui te ressemble tout simplement, tu vois. Moi, mon marketing,
voilà, de temps en temps, il y a des fautes d'orthographe dans mes posts parce que je pense que c'est plus intéressant de poster vite mes emails que de les relire 10 fois. Bon, c'est ma personnalité, tu vois, c'est ma façon de faire. Ensuite, mes produits, je vais vendre que des choses dont je sais que ça fonctionne, si les gens l'appliquent, bien sûr. Et parce que souvent, c'est des trucs que moi-même j'ai consommés ou moi-même j'ai appliqués. Ou... Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Ensuite, tu vois, il y a des gens, comme je te disais, par exemple, la personne dont je te parlais avant qui va vendre des e-books. Pour elle, c'est éthique parce qu'il me dit, dans le business, il n'y a pas d'éthique. Les gens, ils achètent, les gens, tu vois, ça reprend cette notion de mass desire. Les gens, ils veulent quelque chose, faut leur donner, tu vois. C'est ça être éthique Hmm. pour lui. Donc, c'est vraiment, y a pas vraiment de un marketing éthique, tu vois. Genre, c'est quoi le marketing éthique? Pour moi, il y a pas de définition. Après, je pense qu'il faut choisir son marketing. C'est quoi le marketing éthique pour soi? Donc, le plus simple, en fait, c'est de vendre des produits en lesquels on croit, en lesquels on peut vraiment aider des gens qu'on apprécie. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'adore bosser avec des gros entrepreneurs dans l'investissement. Ça m'éclate parce que c'est des gens que j'apprécie, c'est des gens avec qui j'apprends beaucoup. C'est des gens qui ont des expertises très pointues. Tu vois, par exemple, j'ai un client qui est très, très doué dans tout ce qui est niche fiscale. Genre, il est en France et il arrive à payer moins d'impôts que la plupart des expatriés, tu vois. Ce genre de choses. Moi, je trouve ça super intéressant, tu vois. Donc, moi, mon marketing éthique, entre guillemets, mon marketing, je le fais pour attirer ces personnes. Et donc, je suis moi-même. Et quand, tu vois, par exemple, pour attirer ces personnes plus avancées, au début, c'était difficile, tu vois. Quand moi, j'ai commencé, etc., bah, je faisais pas des millions, tu vois. Et donc, j'ai dû me changer pour pouvoir attirer ces personnes. Donc, je sais pas quelle est la place de l'éthique là-dedans, mais je pense que le plus simple, en fait, c'est de faire un truc avec lequel tu es aligné avec toi-même et où tu te sens bien, en fait, tu vois. C'est ce que tu Ouais, disais, en fait, quand le soir, tu te couches, tu te sens satisfait de ta journée, bah, enfin, pour moi, c'est que tu as fait le c'est que taf, c'est quoi. bon, quoi. T'as pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Au contraire, hein, si tu te tortures l'esprit, après, c'est plus contre-productif qu'autre chose, tu passes pas à l'action, tu te sens mal, etc., etc. Parce que ce qui est intéressant dans cette réflexion aussi, c'est que ça nous permet à un moment donné de trouver des sources de clients. Parce que si tu sais qu'en fait, donc, ben, ce que tu disais, donc je découvre hein, le concept de mass desire, même, moi j'appelais ça autrement, mais c'est intéressant. D'ailleurs, ça m'intéresse que tu nous cites le livre et l'auteur. Mais concrètement, si tu sais que la majorité de tes clients, avant d'arriver chez toi et consommer ton produit, ton service éthique, eh bien, passent par telle ou telle étape, bah, tu peux toi-même, en tant que marketeur, te dire, bah, en fait, je vais aller me placer juste après cette consommation de produits. Si je sais que la personne elle achète une pilule magique pour tel ou tel problème, ben, où est-ce que je peux la reprendre après qu'elle ait consommé, qu'elle a été déçue de ce produit. Si tu veux rebondir, je t'en prie, sinon j'ai une question pour après. Non, bah, c'est ça, en fait. En marketing et surtout en copywriting, donc moi, ma grande spécialité, c'est le copywriting, donc c'est écrire pour vendre. Euh, mais je suis expert marketing et j'ai une grosse compétence qui est le copywriting. Euh, Il y a vraiment ce côté, tout part de ton client idéal. Donc, qui est la cible à qui tu parles? Quel est le problème que tu résous pour cette cible? Tu vois. C'est vraiment, si tu dois simplifier ton business, c'est ça. Quelle est ma cible? Quel est le problème que je résous pour cette cible? Et donc, une fois que tu connais bien cette cible, tu sais qui est-ce qu'elle est allée voir, quelle information elle a acheté, quel livre elle a lu, à quel séminaire elle a participé, de quoi elle discute avec, donc c'est un homme avec sa femme, avec une femme avec son mari, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa relation avec ses parents? Quel genre d'amis elle a, tu vois. Une fois que tu sais tout ça, bah, tu peux lui parler. Moi, tu vois, j'aime pas trop le terme marketing éthique parce que justement, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où c'est tellement différent pour chaque personne. Mais pour moi, un marketing éthique, c'est d'avoir bien fait ses devoirs, d'avoir bien appris ta cible et de lui parler vraiment de ses problèmes pour qu'elle, elle puisse passer à l'action et acheter tes produits. Tu vois. Pour moi, c'est ça le marketing éthique. Yes. Enfin, si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que tu pourrais nous citer l'auteur et le livre dont tu parlais tout à l'heure et dont ce concept de mass desire est Bien sûr. tiré? Alors, je conseille pas aux débutants parce que c'est vraiment un livre difficile et un livre, comment dire, c'est même pas un livre de fiction ou c'est même pas un livre de développement personnel ou de marketing classique. Tu vois, c'est vraiment, c'est un livre le genre de livre que tu vas lire à l'école, mais version marketing. Tu vois, genre, tu vas avoir un chapitre avec 37 façons d'écrire un titre, avec toutes les différentes façons, en utilisant la curiosité, en utilisant l'émotionnel, la peur. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment un livre très très concret que je recommande aux personnes qui ont déjà de l'expérience en marketing. Ça s'appelle Breakthrough Advertising et Ok. l'auteur c'est Eugene Schwartz.
Euh, on en entend souvent parler. Au final, je rencontre peu de personnes qui l'ont lu jusqu'au bout et qui l'ont étudié. Mhm. Souvent, c'est des très bons marketeurs, donc il n'y a pas trop Ouais. de hasard. Et c'est le genre de livre, moi j'étudie encore aujourd'hui, tu vois, là je vais encore le relire. Tu surlignes, tu prends des notes, t'appliques surtout. Tu vois, tu vas lire, ah putain, il arrive à faire ça comme ça de telle façon, vas-y, je vais tester dans mon marketing. Hop, ah bah, j'ai des résultats de fou comme par hasard. Et hop, petit à petit, Ouais, c'est ça. t'apprends. Mais Donc, je recommande pas forcément ce livre tout de suite, mais par contre, dès que vous commencez à avoir une certaine, pour les personnes qui nous regardent, quand tu commences à avoir une certaine expérience en marketing, c'est le livre que tu peux étudier pendant 2-3 ans facile avant de faire le tour, quoi. Ouais. Bah, écoute, j'en ai déjà entendu parler. Je t'avoue que j'ai pas réussi à le trouver. Le seul site sur lequel je l'ai trouvé, il était à 200 et quelques dollars. Alors c'est peut-être possible. Ouais. Mais par contre, de ce livre, j'ai trouvé une pépite. Enfin, en tout cas, j'ai fait le lien avec les tunnels de vente, enfin entonnoir de vente plutôt, euh, fenêtres de vente. Ce sont les 5 états de conscience du prospect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, t'as la personne, avant de devenir cliente, ben, elle passe par 5 étapes. Et la première étape, c'est la prise de conscience du problème. Donc ça, on pourra faire un live une fois si tu veux. Enfin, moi, ça m'intéresse. Si, on va peut-être rester focus, mais clairement, c'est une thématique. Et ce bouquin, voilà, moi, je le cherche. Donc, on pourra en reparler un peu en off. Tu pourras m'en parler en privé, je pourrais peut-être Ouais. t'aider. Ok, ben ça, on fait ça. Super. Juste pour Oui, rebondir sur dis-moi. ce que tu viens de dire, c'est en gros ce dont tu parles, c'est la sophistication du marché. Tu vois. C'est un terme un peu avancé pour les personnes qui nous suivent, peut-être si elles ne sont pas encore formées en marketing. Mais l'idée, elle est assez simple, c'est de se dire, les personnes, elles ont plus ou moins conscience de leurs problèmes et de ce qui existe sur le marché. Tu vois. Donc, par exemple, moi, je vais avoir une sophistication assez avancée. Et donc, pour que quelqu'un en marketing arrive à me vendre ses produits, il va falloir qu'il me prouve beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas du tout avancé et qui a envie d'apprendre vraiment les bases, tu vois. Elle va se dire, ah bah je connais pas du tout, ça a l'air super intéressant, j'y vais, tu vois. Tu vois, il y a vraiment cette notion, c'est Yes. un peu un escalier de sophistication, quoi. Plus les personnes ont vu de formateurs, de formations, de pubs sur Facebook, plus leur sophistication va monter. Et bah toi, il faut vraiment que tu arrives à voir où est ton client idéal, quelle est sa sophistication. Tu Ouais, c'est ça. Donc, la première étape, c'est elle prend conscience qu'elle a un problème et puis elle prend conscience Voilà. qu'il Sophistication existe quelque numéro chose, zéro, elle etc. prend Ouais. conscience. Et jusqu'à la fin, où elle a résolu plein de problèmes. Et en fait, elle veut aller chercher encore de la performance. Tu vois, moi, par exemple, j'en suis là. J'ai plus de problèmes à vendre. Mais je vais aller chercher des petits détails qui vont me permettre d'aller sur d'encore plus gros deals, euh, de délivrer encore plus à mes clients. Tu vois, Mhm. t'arrives ça reste des problèmes, hein, mais ça devient vraiment de la performance parce que derrière, tu as un business qui tourne, tu es bien dans ta vie. Enfin. Yes. Donc, tu arrives à des niveaux de sophistication plus élevés, tout simplement. Eh bien, si toi qui nous regardes maintenant, ça t'intéresse d'en savoir plus, si tu veux un live sur le sujet ou une autre vidéo, indique ça en commentaire, pose-nous toutes tes questions et je les transmettrai à Pierre par la suite. Euh, la question suivante, si tu acceptes d'en parler, j'aimerais bien qu'on aborde la notion de croyance limitante, parce que Mhm. ça limite pas mal d'entrepreneurs. Moi-même, je t'avoue que j'ai eu pendant pas mal de temps une croyance, une relation à l'argent qui n'était pas forcément la plus saine et la plus sereine du monde. J'y Mhm. travaille encore, hein, je pense que c'est un travail de toute une vie. Mais tout à l'heure, tu parlais, ben voilà, quand tu as débuté, et que tu es allé voir ben, justement des investisseurs qui généraient bien plus que toi, etc. Est-ce que tu as été freiné? Si oui, comment est-ce que tu as dépassé ces potentielles croyances ou cette petite voix qui te disait mais qui t'es toi pour aller voir quelqu'un qui génère vachement plus qu'est-ce que tu pourrais lui apporter? Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent embrouiller notre esprit et créer des barrières mentales dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je te laisse un peu nous raconter ton histoire si tu le veux bien. Je pense que ce sera enrichissant en tous les cas. Alors, je vais peut-être pas raconter toute mon histoire parce Non, que mais ça pourrait à prendre ton aise. un peu de temps. Raconte ce que tu Mais veux en tout cas. sur ce point précis des croyances limitantes, alors les croyances limitantes, c'est un gros sujet, à savoir que on en a toute notre vie, comme tu disais, et à juste différents niveaux. C'est exactement comme la sophistication. Tu peux être Jeff Bezos, Bernard Arnault, les entrepreneurs qui ont le plus de succès au monde, ils ont quand même des croyances limitantes sur certains trucs. Tu vois. Donc, bon, après, il y a vraiment différents niveaux de croyances limitantes. Mais les croyances limitantes, en fait, le gros souci, c'est que, tu vois, c'est un peu la phrase
je ne sais pas ce que je ne sais pas, tu vois. En fait, tu as des croyances limitantes, mais tu ne crois pas en avoir ou tu n'en as pas conscience. C'est souvent ça le problème. Donc, moi, ce que je recommande là-dessus, enfin, voilà, c'est assez simple, mais c'est de se faire accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes que je vois qui ont du succès, elles se font accompagner, elles se sont faites accompagner. Et peut-être qu'au bout d'un moment, c'est moins au niveau marketing et stratégie, tu vois, au bout d'un moment, ou alors sur des points précis. Mais tu vois, je vois les personnes qui se font accompagner. Alors, des fois, ça va être plus dans le business, mais dans le sport, dans la gestion des émotions, dans l'hypnose, des trucs comme ça, tu vois. Ou alors juste des experts vraiment beaucoup plus avancés qui vont leur donner, peut-être, ça va peut-être être moins du coaching one-to-one, comme ce qui peut vraiment bien marcher au début. Quand je dis au début, hein, ça marche vraiment jusqu'à des business à plusieurs millions. Et tu vois, les entrepreneurs qui ont des grosses entreprises qui font plus de 100 millions à l'année, par exemple, ils vont aller voir des experts très précis, des mentors sur des points, tu vois, pour justement remettre en question leurs croyances limitantes avec quelqu'un qui a déjà fait ce qu'ils ont fait et qui va pouvoir du coup leur pointer directement. Bon, tu vends pas parce que ça se passe mal avec ta femme en ce moment. Ah, putain, je m'en étais rendu compte inconsciemment, mais je n'osais pas me l'avouer, tu vois. Ouais, ouais, Ok, tout à fait. tu débloques ça et tout d'un coup, ah bah les ventes, elles s'envolent la semaine d'après. On n'a rien changé dans la stratégie, c'est quand même bizarre, tu vois. Donc, moi, ce que je recommande vraiment, c'est de se faire accompagner. Je sais que depuis que je me fais accompagner, juste, ça passe beaucoup mieux. J'avais un gros problème d'ego de me dire non, je vais tout faire tout seul. J'ai écrit un mail d'ailleurs là-dessus hier soir. Mais tu vois, vraiment, tu as le choix entre faire de façon difficile le chemin hardcore, on va dire, et tu le fais tout seul, et tu as beaucoup de chances d'abandonner en route parce que ça va être trop difficile. Ou alors tu le fais en mode facile, tu prends des gens qui t'accompagnent. Tu investis un peu au départ, mais au final, à la fin, ça devient pas grand-chose parce que tu rembourses ton investissement et tu bénéficies des expertises, tu vois. Ouais, Donc ouais. voilà. Ben, c'est clair que se faire accompagner, et je le dirais toujours, se créer des environnements gagnants, c'est Ouais. une des clés du succès. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur soi-même. Il y a, par exemple, il y a des croyances, par exemple, qui sont ancrées. Et comme tu le disais, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre les mots dessus. Et quelqu'un d'extérieur va avoir beaucoup plus simple, surtout s'il est passé par là, effectivement, par le passé et qu'il a des outils pour accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais quand tu disais tout à l'heure que tu faisais de l'accompagnement business. C'est aussi ce type de travail que tu fais. C'est pas uniquement de l'accompagnement sur la stratégie. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais Non, bah moi, en fait, c'est ça, tu vois. Je me suis rendu compte à quel point ça marchait bien sur moi. Et en fait, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aidé mes proches, je suis comme ça, tu vois, c'est ma nature. Et donc, quand on est venu me voir et qu'on me disait, Pierre, voilà, je fais 2 000 € par mois, j'aimerais faire plus parce que je me sens pas serein. Je sais que si je perds un client, je suis dans la merde financièrement. Puis j'ai envie d'avoir de meilleurs clients, j'ai envie que ça roule, machin. Vraiment, c'est venu assez naturellement. Je me suis dit, bon, ok, je vais lancer une petite offre de coaching, mais tu vois, moi, j'ai pas envie de devenir coach à 100%. Donc, c'était que les personnes comme ça que je sentais qu'il y avait une bonne énergie, ont matché humainement. Et en fait, le gros du travail, nous, on le fait quotidiennement. Comment je travaille, moi, en coaching, c'est sur Messenger. Donc, on s'écrit pratiquement tous les jours, tu vois. Et on va pas faire des appels d'1 heure où on déblaye tout le business de temps en temps, tu vois, mais globalement, c'est plein de petits points. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que l'état d'esprit, le mindset, c'est vraiment un truc qui se fait au fur et à mesure. Tu vois. Des fois, tu as un gros breakthrough, justement, et tu as un truc qui te retourne le cerveau et tu te dis, ah oui, d'accord, ok, ça marche comme ça, et ça se débloque. Mais sinon, c'est plein de petits trucs mis bout à bout. Donc, tous les jours, un petit point, machin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Hop, mets ce mot aussi dans ton email et pas ce mot-là. Dans ton appel à l'action, tu montres que tu as trop besoin de vendre. Donc, les gens, ils vont avoir peur, non, non, non. Et tu vois, tu vas mettre plein de petites choses en place comme ça. Tu vas casser les barrières limitantes au quotidien. Et au fur et à mesure, tu vas avoir des résultats, tu vois. hmm. Ben, c'est une, moi, c'est ce que j'appelle aussi du mentorat. Enfin, en fait, Ouais, c'est plus que du coaching parce qu'en fin de compte, tu montres le la chemin, clé. ouais. Ouais. Et une des clés, c'est ça, c'est aussi de faire des allers-retours très rapidement entre le mode réflexion et le mode passage à l'action. Parce que réfléchir pendant 1 heure avec ton coach ou avec n'importe quelle personne d'ailleurs sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux, comment on pourrait aller mieux, ben, il vaut mieux effectivement tous les jours passer à l'action. Moi, je propose de faire 3 grandes actions qui te rapprochent de ton objectif tous les jours. Et c'est comme ça, en fait, qu'on obtient des résultats. C'est une approche, en tous les cas, que je retiens. Merci de l'avoir partagé. Euh, j'ai une dernière question sur cet aspect, hein, on va dire un peu plus marketing et la question est la suivante, c'est comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui, ben,
qui, entre guillemets, sait quel est le produit, connaît un peu son marché, etc., peut amener ses clients à passer à l'action et surtout à garder la motivation. Parce que je suppose que tu es au courant, mais il y a beaucoup de gens qui vont acheter un produit ou un service et ne pas passer à l'action. Abonnement de salle de sport, ben, c'est clairement un des meilleurs exemples. On achète un abonnement parce qu'on a une envie de bonne résolution. Et puis, en fait, un mois après, tu vois que la salle, elle est quasi vide, alors qu'il y a eu des centaines d'abonnements de vendus. Même chose pour les infoproduits, c'est peut-être même encore plus flagrant, tu vois, ces formations vidéo, etc. Et j'avoue que je suis concerné par ça aussi, hein, donc on est toutes et tous concernés à notre échelle. Mais ça m'est arrivé par le passé d'acheter une formation vidéo et peut-être suivre 20% et puis de laisser la vie reprendre son cours. Donc concrètement, on a un produit ou un service aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui a un produit ou un service, comment est-ce qu'il peut faire pour faire passer à l'action, c'est-à-dire faire que la personne achète, et puis la garder motivée sur le long terme. Quelle est ton astuce à toi si tu en as une? Ouais. Déjà, on peut peut-être expliquer pourquoi il y a autant de personnes qui ont ce fameux syndrome de la salle de sport ou de la formation en ligne, du coup. Yes. En fait, c'est très simple. La nature humaine, elle fonctionne de façon très simple. Nous, les humains, on aime bien se bullshiter, se dire, ouais, moi, je suis motivé, machin. En fait, tout ça, c'est du bullshit. On fonctionne uniquement vis-à-vis des hormones biologiques qu'on crée, donc par exemple l'adrénaline, la sérotonine, ce genre de choses, qui, en fait, nous font nous sentir bien. Et on recherche ça en permanence. On est des animaux. Pourquoi est-ce qu'on a envie de manger? Pourquoi est-ce qu'on a envie de, par exemple, fumer, de gagner de l'argent, ce genre de choses? C'est juste parce qu'on se sent bien, tu vois. Donc, on est vraiment en train de chercher ça en permanence et ça sert à rien de se bullshiter en se disant oui, moi, je suis un grand entrepreneur, machin. Non, si tu entreprends, c'est juste pour te sentir bien, pour créer ce genre d'hormones dans ton corps, tu vois. Et donc, en fait, ce qui se passe avec les formations, c'est que pendant que tu lis, par exemple, la page de vente, les emails, tu te dis ah ouais, c'est vraiment bien, si je devenais cette personne, ce serait vraiment cool. Sauf qu'une fois qu'il faut passer à l'action, que tu l'as acheté et qu'il faut l'appliquer, tu te rends compte que c'est du taf. Et en fait, le bénéfice, donc qui tu deviendrais une fois que tu as appliqué tout ça, il est plus faible que ce que ça te demande de faire, tu vois. Ouais, ouais. Donc, souvent, c'est ça. Et après, tu as moyen de. Une fois que tu sais ça, moi, maintenant que je le sais, j'arrive à hacker mon cerveau, tu vois. Et j'arrive à me dire, soit je le fais en petites étapes. Enfin, bon, après, tu as 10 000 façons. Tu vois, le comment, à la limite, c'est chacun peut le trouver pour soi. Mais une fois que tu as ça en tête, déjà, tu peux te dire, OK, bon, je vais pas me faire avoir par mes propres hormones, etc., que génère mon corps. Je vais essayer d'être un peu plus malin et de me forcer à faire ça de façon cool pour que ça passe, tu vois. Donc ça, déjà, pour les personnes, du coup, pour reprendre plus précisément ta question, comment faire en sorte que les personnes suivent tes formations? Bah, il y a à avoir ce truc en tête, tu vois. Comment tu peux rendre le truc marrant? Comment tu peux faire en sorte que les personnes, elles génèrent en permanence ces hormones du plaisir pendant qu'elles suivent ta formation, tu vois. Donc déjà, essayer de Ouais. faire un truc pas chiant, un truc qui a des résultats assez vite ou au moins au fur et à mesure. Tu vois, ce genre de piste. Ouais. Par exemple, moi, j'ai un client qui a tout tourné autour de la gamification et du coup, c'est une application. Et donc, les clients, ils suivent vachement bien, tu vois, par rapport aux concurrents, pardon, sur sa thématique. Je pense que c'est celui qui a le plus grand suivi. Je sais pas, j'ai pas regardé les stats, mais en tout cas, les gens, ils rachètent en permanence, etc. Donc, c'est signe que Ouais, ça ouais. fonctionne. Ouais, c'est ça, en fait, c'est au-delà de partager de l'information, si on prend par exemple le cas des formations vidéo, au-delà de partager de l'information, c'est d'avoir une pédagogie derrière et un aspect où les gens se voient évoluer quasi au quotidien. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, dans l'accompagnement, ça se fait pas au travers d'une vidéo ou autre, ça se fait bah, ok, tous les jours par un échange Messenger, on avance et la personne a un petit résultat qui lui provoque qui génère en fait des hormones du plaisir et qui fait qu'elle a envie d'aller plus loin, qu'elle abandonnera moins rapidement. Si je résume, c'est ça. Et si je devais ajouter autre chose, c'est en actualité avec ce qu'on fait cette semaine. Donc, moi, je travaille avec Jérémy Coleman et Florent Morata, que tu connais peut-être. Donc, ils Oh, sont les coachs avec qui j'ai bossé cette année. Et eux, justement, ils ont créé une communauté qui s'appelle Mercure. Donc, il y a une cinquantaine d'entrepreneurs là-dedans. Des gens qui sont plus avancés comme moi, d'autres qui sont encore au début, qui viennent de rejoindre et qui lancent leur business. Tu vois, il y a à peu près tous les niveaux. Et là, c'est ce dernier mois, surtout depuis le confinement, il y a vraiment eu un gros engouement là-dedans. Avant, c'était, tu vois, il y avait déjà de l'entraide, etc., mais c'était plus calme. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment toutes les heures. Il y a quelqu'un qui poste dans ce groupe Facebook. Et je sens que tout le monde est en train de se booster à fond. Tu as des gens qui se livrent, qui vont dire, par exemple,
voilà, ça fait des semaines, des mois que je veux poster du contenu quotidien, écrire des mails. Je le fais pas parce que j'ai peur. Bah, je m'engage auprès de vous et il passe à l'action. Tu vois. Donc, Yes. ce côté communauté. Et ensuite, du coup, le côté coach, mentor. Donc, avoir quelqu'un en plus qui est là, qui t'aide, qui t'aide à trouver les meilleures actions pour toi, à te remettre, à te poser les bonnes questions, etc. Ça, c'est un truc qui peut-être est un peu cher pour les personnes qui commencent. C'est un gros investissement. Mais dès que tu commences à avoir de l'argent, moi, je sais que j'ai assez vite mis de l'argent de côté et j'ai investi là-dedans. Et bon, c'est le meilleur investissement de ma vie, c'est sûr. C'est beaucoup mieux que la bourse, l'immobilier. Enfin, il n'y a rien à voir. Tu vois. Il faut bosser, certes, mais le retour sur investissement, il est énorme. Et puis pour toi aussi, en tant que personne, tu kiffes beaucoup plus ta vie, quoi. Yes. Donc Mais voilà, voilà les choses que je dirais. Essayer de créer une communauté, apporter de l'accompagnement humain. Je pense que c'est vraiment important. C'est bien qu'il y ait des formations, etc. Mais garder le côté humain, créer une relation avec quelqu'un qui t'a confiance, qui te pousse, je pense que c'est important. Et du coup, quelle est la psychologie derrière? Pourquoi est-ce que les gens ils se bougent ou ils se bougent pas? Tu vois. Je pense qu'avec ces trois yes. choses, tu peux rendre tes formations beaucoup plus attirantes et avoir beaucoup plus de personnes qui ont des résultats à la fin, quoi. Et justement, en lien avec ce qu'on vient de partager, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Hooked et qui travaille vraiment comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. Ça rejoint ce qu'on vient de vous partager. Et donc, c'est de Nir Eyal. Et donc, c'est aux éditions Erol pour celles et ceux qui le désirent. C'est un bouquin très, très sympa. Et donc, on voit qu'il y a 4 grandes étapes. Déclencheur, récompense, action, investissement. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, hein, la notion de récompense qui offre du plaisir et qui permet de persévérer sur le long terme. Voilà. Pour les personnes qui auraient envie d'en savoir plus sur justement les 2 mentors que tu viens de nous parler et dont tu viens de nous parler, la communauté dont tu viens de nous parler, qui s'appelle Mercure, comment est-ce qu'on peut en savoir plus si celles et ceux qui nous regardent ont envie d'aller plus loin? Ouais. Alors déjà, ça s'adresse aux personnes qui sont quand même un minimum avancées. Il faut déjà avoir un business qui tourne, quelques clients, ou alors être prêt, vouloir accélérer, et être prêt à investir un certain montant au départ. Tu vois, c'est pas, si on est vraiment transparent, c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens à qui ça va faire peur. Mais du coup, pour partager l'offre, donc en gros, c'est la combinaison de Mercure, ce dont je parlais juste avant. Donc, il y a une communauté à travers un groupe Facebook où il y a une cinquantaine d'entrepreneurs qui partagent tous les jours, qui sont dans plein de domaines différents. Tu vois, ça va aller du marketing, de la vente, à la productivité, à la gestion des émotions. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment très divers, pardon. Et tu vois, il y en a même un qui fait de la magie, par exemple, qui vend des prestations de magie. Donc c'est vraiment je parlais avec une autre tout à l'heure qui elle est artiste peintre et qui vend ses tableaux, qui utilise cette méthode pour ça. Donc c'est assez varié. Donc en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient dans cette méthode, elles s'en sortaient bien, mais elles n'avaient pas le côté du coup coach. Tu vois. Et moi, je me rendais compte que mes clients, pareil, ils ont des bons résultats, mais ils n'avaient pas toute la partie communauté, groupe Facebook, parce que moi, j'ai moins de clients, tu vois, j'en ai pas 50 en coaching, parce que justement, je veux pas en avoir beaucoup. Euh, et en fait, ils n'avaient pas ce côté communauté et tous les modules aussi de formation qu'ont enregistré Jérémy et Florent qui sont excellents, tu vois. Donc, tu vois, on n'a pas eu l'idée tout de suite, mais en fait, on a organisé un événement à Paris avec Jérémy. C'était juste avant le confinement, donc ça devait être il y a 3 semaines. Et en fait, tu vois, on se rendait compte, ok, il y a plein de gens en fait qui ont besoin des deux, tu vois. Et du coup, là, cette semaine, on s'est dit, ok, ça y est, on mixe les deux, on fait une offre avec les deux en même temps. Donc, Mercure, la communauté et moi en one-one derrière. Et donc, on mixe les deux. Tu as les deux d'un coup en rejoignant l'offre. Et voilà, c'est une offre dont on parle cette semaine. Après, on va sûrement l'arrêter parce que voilà, moi, comme je te l'ai dit, j'ai pas envie de prendre 15 clients en coaching. C'est pas du tout l'objectif. Là, je vais en prendre 3 cette semaine. Il y en a déjà une quinzaine qui sont venus me voir justement, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour remplir. Mais du coup, si là aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est vraiment déterminé, qui est prêt à investir sur elle-même, on peut en discuter. Moi, par contre, je vais discuter avec tout le monde sur Messenger parce que j'ai vraiment envie de voir qui sont les profils les plus motivés. Donc voilà l'offre. Dis-moi si tu as des questions, si pour toi c'est clair. Ben, admettons, donc voilà, là c'est effectivement c'est un potentiel lancement, mais comment est-ce que quelqu'un qui regarde peut-être la vidéo dans 1 mois, 2 mois ou autre peut prendre contact avec toi? Je mettrai les infos dans la barre de description de cette vidéo. Bah, le mieux, en fait, c'est de rejoindre ma liste email, donc que tu mettras en lien.
Et sinon, je suis vraiment actif sur Facebook, donc c'est Pierre Godard, tout simplement, comme le Godard, comme le réalisateur de cinéma. C'est mon oncle s'appelle aussi Jean-Luc, mais c'est pas le même. Et voilà, tous les jours, moi, j'envoie un email et je parle de mes actus. Je donne beaucoup de valeur. En fait, vu que je fais uniquement de l'accompagnement et pas de formation, tout ce que les autres acteurs vendent en formation, moi, je le donne gratuitement dans mes emails. Tu vois, je peux donner mes techniques parce qu'en fait, ce que je vends, c'est le comment, enfin, l'application avec les gens et pas l'information. Mhm. Donc, rien que pour apprendre, je pense que dans ma liste email, c'est une bonne chose. Et peut-être que je referai d'autres offres comme ça à l'avenir, on verra. Mais a priori, j'ai pas aspiration à vendre plus de coaching que ça. Donc, Ok, bah, il faut sauter dessus. les informations seront dans la description de toute manière. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on termine sur cette fameuse thématique dont je parlais au début, la diversification des sources de revenus. Alors, on Ah pourrait ouais. faire une interview complète rien que sur le sujet, même des Un lives, podcast de etc. 4 heures, une formation. Au moins ça. Mais si tu devais nous partager, allez, je vais dire trois bonnes raisons de diversifier ses sources de revenus, toi qui es en relation avec des investisseurs et des personnes qui voient plus large que juste l'entrepreneuriat, euh, quelles seraient les trois bonnes raisons que tu partagerais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui lance peut-être un business ou qui est intéressé par l'investissement. Alors, l'investissement, ça peut être immobilier, ça peut être en bourse, enfin, il y a plein de choses, hein. Investir, c'est à un moment donné investir de l'argent pour en récupérer plus que ce qu'on a investi. En tout cas, moi, c'est ce que moi je mets derrière investissement. Voilà, je te laisse répondre. L'investissement, c'est faire de l'argent avec de l'argent, en fait, au lieu de créer de Exact. l'argent. L'entrepreneuriat, c'est créer de l'argent, tu vas le chercher. L'investissement, c'est tu as de l'argent et tu le multiplies. Donc, c'est Ouais. beaucoup plus facile. Par contre, Euh, bah, la plupart des gens n'ont pas d'argent à la base. Moi, j'en avais pas à la base, donc j'ai dû le créer. Maintenant, je peux l'investir et le faire travailler à ma place. C'est ça. Et d'ailleurs, ça rejoint le cadran du cash flow partagé par Ouais, Robert Kiyosaki, si je ne dis pas de bêtises, je confonds ouais, toujours c'est avec ça. Ouais. Guy Kawasaki. Bref. Et donc, Kiyosaki. ouais, c'est ça. Et donc, le cadran du cash flow, en gros, ben, il y a effectivement deux parties dans le cadran. Et il y a la partie droite, si je ne dis pas de bêtises, où c'est créer de l'argent, c'est-à-dire être entrepreneur. Et puis de l'autre côté, c'est faire travailler l'argent pour soi, entre guillemets, et c'est l'investissement. Donc voilà, concrètement, trois bonnes raisons de diversifier ses sources de revenus, notamment en investissant. Alors déjà, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas diversifier tout de suite. Donc, par exemple, là, la personne qui nous écoute et qui se lance dans l'entrepreneuriat, infoprenariat, peu importe, moi, ce que je recommande, c'est de se focus à fond sur l'entrepreneuriat et jusqu'à que ça marche. Ça sert à rien de faire entrepreneuriat, immobilier, bourse, je sais pas quoi, tout au début, parce qu'en fait, tu vas te planter partout. Euh, En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont plus avancées. Par exemple, moi, je peux investir dans plusieurs choses aujourd'hui, mais parce que je maîtrise le copywriting, j'ai des compétences fortes là-dedans. Ça roule, mon business, je sais comment le faire marcher. Et c'est facile, en fait. Maintenant, j'ai un process, c'est un système, ça marche. Et si j'avais fait ça au début, je serais allé dans le mur. Et j'ai essayé, moi, au début, de lancer 15 000 projets en même temps. À chaque fois, ça marchait pas. Donc, vraiment, au début, se focus sur un truc, qui est soit l'entrepreneuriat, soit l'investissement. D'ailleurs, les deux sont assez compatibles au bout de quelques mois, quelques années. Mais au début, vraiment l'un ou l'autre, quoi. Si tu fais de l'immobilier, fais de l'immobilier à fond et fais que ça. Si tu fais de l'entrepreneuriat, que tu veux devenir coach, vendre des formations, faire du e-commerce, je sais pas quoi, fais que ça. T'en prends un et tu vas à fond. Et ensuite, une fois que tu as atteint, que tu as une activité qui fonctionne bien, donc par exemple que tu fais de l'immobilier, voilà, que tu vides de tes cash flows et que tu n'as plus besoin de travailler, là, ça peut être intéressant de te dire, OK, est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Comment je peux diversifier mes sources de revenus? Donc, les trois raisons de diversifier ses sources de revenus, mais moi, je conseillerais pas de diversifier tout de suite, en fait. Donc, voilà. Une fois que tu en arrives au stade où tu peux diversifier, donc tu as des revenus confortables avec ton activité principale, qui peut encore une fois être de l'investissement, de l'entrepreneuriat, peu importe. Ce qui est intéressant avec la diversification, bah là on le voit très bien, c'est d'actualité avec le corona, le confinement, etc. Tous les gens, par exemple, je sais pas, tu n'as que des restaurants, tu as une chaîne de restaurants, bon, bah là tu fais la gueule, hein, parce que Ah ouais, c'est clair. tu n'as plus aucun CA, par contre tes charges elles sont toujours là. Et tes assets, donc tes actifs, donc tes restaurants, comment dire, tes locaux, etc., ils sont en train de perdre masse de valeur. Donc, si tu n'as que, par exemple, un business euh, qui n'est pas vraiment, comment dire, transportable, etc., c'est vraiment risqué, quoi. Ça veut dire que toute ta vie, donc ta famille, tes proches, etc., vivent sur un truc qui peut s'éteindre du jour au lendemain, comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, tu vois,
je vais pas citer son nom parce que c'est un peu confidentiel, mais j'ai un client avec qui on est en train de lancer un séminaire, qui, bon, du coup, est reporté, etc. Et il y a un des speakers de ce séminaire qui a une des plus grosses boîtes d'événementiel en France, qui organise des énormes événements. C'est l'équivalent de Red Bull en France, tu vois. Ouais, Et ouais. en France et en Europe. Il a mis la clé sous la porte, là. Il va pas pouvoir venir parler au séminaire. Il a fermé 2 semaines après le début du corona, ça a fermé. Tu vois. Parce il a pas diversifié. Alors que tu vois, par exemple, Red Bull, ils ont tout un truc en ligne, etc. Ils sont capables de tenir la crise. Tu vois. Je suis sûr que Red Bull, ils vont bien passer. Parce qu'ils ont créé une marque forte, qu'ils ont digitalisé, qu'ils sont allés sur, qui ont diversifié justement. Donc la première raison, je dirais, c'est tout simplement gérer les crises, gérer les changements, parce qu'il va tout en avoir. Tu vois, des fois, c'est une crise économique comme aujourd'hui. Enfin, d'abord sanitaire, ensuite économique. Des fois, ça peut être tout simplement juste une loi qui change. Enfin, tu vois, il y a eu les histoires. Il y a eu Hitch, je sais pas si tu vois, tu sais, c'est une plateforme comme Uber française. Ils se sont pris un procès, bam, ils ont dû changer leur service et tout changer, tu vois. Donc, pareil, c'est la merde. Ton business, il est fermé du jour au lendemain. Donc, je dirais que Ouais. ça, c'est la première raison, tu vois, pouvoir rebondir. Ensuite, la deuxième raison, c'est aussi plus facile de faire plus d'argent en ayant plusieurs sources. Euh, Parce que, en fait, après, tu vois que, tu vois, par exemple, si tu as un business qui fonctionne bien, ça va être beaucoup plus facile d'emprunter de l'argent pour faire de l'immobilier. Donc, tu vas pouvoir aller direct sur des gros projets. Par exemple, je sais pas, si tu génères 100 000 euros de chiffre d'affaires sur ton entreprise en coaching, ce qui est assez accessible, tu vois, tu vas pouvoir emprunter facilement 1 million pour acheter directement un immeuble. Et tu vas pas acheter un appart à 100 000 ou 200 000 euros, ce que tu peux faire normalement quand tu es salarié. Tu vois. Donc, tu as le côté un peu tout s'emboîte à la fin et tout devient plus facile. Et ensuite, la troisième raison, je sais pas, moi je dirais que c'est fun, tu vois. C'est fun d'aller dans différents trucs. Tu découvres plein de choses. Par exemple, je sais pas si tu investis en crypto-monnaie, etc. La technologie, elle est trop intéressante. Tu vas aussi rencontrer des gens qui sont dans d'autres milieux, qui vont te donner des idées pour ton business principal. Et ça va te développer en fait en tant qu'humain aussi, tu vois. Parce qu'il y a le côté financier, c'est bien, c'est important. On a tous envie d'avoir de l'argent. On a tous envie d'avoir à manger sur notre table ce soir et d'avoir un toit. Mais après, au bout d'un moment, dès que tu as passé ce cap, c'est quoi qui, toi, te nourrit en tant qu'humain, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'en diversifiant un peu, en gardant un gros focus quand même, je pense, sur un truc principal, bah, tu vas grandir aussi humainement, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir des connexions dans ta tête, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je Super. dirais que c'est ça les trois raisons. Génial. Bah écoute, il y a plein de questions qui me viennent en tête. On pourra faire un live ou autre sur le sujet. En tout cas, c'est extrêmement passionnant. Notamment, une des questions que je me pose, et que j'ai envie de te poser, c'est concrètement, est-ce que c'est intéressant, quand on a plusieurs sources de revenus, de jouer les vases communicants? Genre, aujourd'hui, j'ai plusieurs sources de revenus, j'ai un business qui est en péril. Est-ce que c'est intéressant de réinvestir une source de revenus, une de nos autres ressources de revenus, dans ce business qui est occupé à périr, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser, enfin voilà, je pense que voilà, on pourrait faire un live entier, parler 4 heures, moi même faire une formation. C'est super intéressant. En tous les cas, ça m'intéresse d'avoir la vision des autres, parce que moi j'ai ma vision des choses par rapport à notamment cette question là, mais c'est ça qui est enrichissant, comme tu le disais tout à l'heure, enfin juste à l'instant, c'est vous rencontrer des personnes qui font d'autres métiers, qui sont dans d'autres thématiques, c'est d'autant plus enrichissant parfois pour son propre business et son business principal. Génial, bah, écoute, merci Pierre en tout cas. Avec plaisir, David, c'était cool. Je te laisse peut-être le mot de la fin avant que je fasse ma phrase de clôture habituelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, à la communauté Business Bonheur? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Voilà, je te laisse le mot de la fin et puis je clôture. Ouais, moi je dirais que c'est vraiment peut-être un truc plus perso. Moi, pendant longtemps, je pensais que ça allait pas marcher en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça marchait pas. C'est quand tu crois pas au truc, que tu n'oses pas y aller à fond, ça marche pas. Et donc là, moi, ce que je dirais aux personnes qui sont déjà dans l'action, mais qui n'ont pas encore les résultats qu'ils veulent, c'est t'inquiète pas, continue assez longtemps et ça va marcher, quoi. C'est assez. En fait, les seules personnes qui échouent, c'est celles qui arrêtent avant d'arriver, quoi. Et puis, c'est super dur de continuer. Je dis pas le contraire. Mais par contre, si tu continues, tu testes des trucs. Moi, j'ai testé plein de business avant de trouver ça. Et voilà, continue, Oui. ça va le faire. Chill, ça va bien se passer. Et c'est de se dire du coup qu'en fait le chemin,
Ouais, Enfin, ça voilà, fait partie du processus en fait. L'échec entre exactement. guillemets fait partie du processus d'évolution. Et ceux Après, ça qui fait vous, chier l'échec, hein. Faut pas dire le contraire. Moi, ah, on à est chaque fois que d'accord. je me suis pris le mur, ça fait chier, hein. Pendant que tu vis l'échec, c'est dur. Mais t'apprends, quoi. Après, si tu Yes. peux éviter l'échec, c'est bien aussi, hein. Quand ça marche vite, c'est cool. Ouais. Mais des Notamment en fois, se ça faisant fait partie du accompagner. truc. Ouais, voilà, par exemple. Super. Bah, écoute, merci Pierre en tous les cas. Alors, si vous voulez, si toi qui nous regardes, tu veux plus d'informations, tu veux contacter Pierre, je mets le lien vers sa mailing list dans la description de la vidéo. Je te mets également le lien vers Messenger de Pierre. Comme ça, tu peux le contacter. Merci en tous les cas, Pierre. Je fais ma petite clôture habituelle. Dis-nous. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité Pierre Godard. Merci encore Pierre. Merci, David. À bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.